Madame la ministre, sénatrice et hôte de cette manifestation, cher Michel André, monsieur le secrétaire général d'Action Santé des Femmes, mesdames et messieurs, chers amis, je vois des visages connus dans la salle. D'abord, merci de cette invitation à ouvrir ce colloque et puis bravo pour l'avoir organisé. Et j'imagine que ce n'est pas totalement un hasard, mais la concomitance entre la tenue de cette manifestation et les deux journées qui vont venir avant la fin du mois de septembre, à la fois la Journée internationale de la contraception et la Journée mondiale pour la dépénalisation de l'avortement, inscrivent ce colloque, ce rassemblement, dans un mouvement plus large et rappellent que la question des droits sexuels et reproductifs, c'est une question mondiale et ce n'est pas qu'une question nationale. Bravo aussi, alors là je pense que en revanche ça doit être un hasard quand même, d'avoir organisé ce colloque le lendemain de l'examen par le Parlement polonais de la loi de remise en cause, ou alors bravo. Si c'était pas un hasard, je suis très très impressionnée. Le lendemain, donc hier, le Parlement polonais examinait une loi de restriction du droit à l'IVG, qui déjà en Pologne, on se demandait même comment on pouvait encore restreindre l'accès à l'IVG en Pologne. Eh bien, on le peut, qui est une proposition d'initiative citoyenne pour interdire totalement l'accès à l'avortement, même dans les situations les plus cruelles, que sont celles de, pour prendre la plus paroxysmique, celle d'un viol incestueux sur une adolescente, par exemple. Bref, ce qui se passe en Pologne actuellement nous rappelle que même tout près de chez nous, l'accès à l'IVG n'est pas garanti. Et rappelons-nous l'Espagne, la tentative du gouvernement Rajoy de faire reculer l'accès à l'IVG. Et rappelons-nous aussi la mobilisation dans tous les pays européens et particulièrement en France, les manifestations, la solidarité avec les femmes espagnoles, dont je continue de penser qu'elle n'a pas été inutile et qu'elle a contribué à faire reculer le gouvernement espagnol, le gouvernement Rajoy, sur ce recul sur l'accès à l'IVG. Rappelons-nous-en, parce que peut-être nous aurons encore à nous mobiliser. Je souhaite que nous mobilisions, je souhaite que la proposition de loi soit abandonnée en Pologne, mais rappelons-nous notre force collective, solidaire avec les femmes des autres pays. Ce que nous observons en France, et vous avez eu la gentillesse, monsieur le secrétaire général, d'évoquer la campagne sur le sexisme, j'en dirai un mot. Ce que nous savons, c'est qu'en dépit de décennies de lutte, le droit à la contraception et à l'avortement ne sont toujours pas consensuels et sont encore contestés, minoritairement, mais très bruyamment, très insidieusement, très pernicieusement. Et puis, il faut avoir toujours une vision planétaire, mondiale, des droits sexuels et reproductifs. La première, pour se rappeler que chaque année, plus de 80 millions de grossesses non désirées se produisent dans le monde, que plus de 22 millions d'avortements à risque sont réalisés dans des mauvaises conditions et qu'ils sont la cause de près de 47 000 décès de femmes dans le monde et de bien d'autres conséquences sur leur santé qu'on ne peut pas décrire, tout est évoqué ici. Les droits sexuels et reproductifs sont contestés en dépit des obligations des États relatifs à la Convention sur l'élimination des discriminations envers les femmes, malgré les nombreuses recommandations internationales provenant de l'OMS ou de la la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Ils sont contestés, je l'ai évoqué, par la montée des conservatismes et des activistes pro-vie, de plus en plus actifs sur le terrain de la culpabilisation, sur le terrain de l'intimidation, en France, pas simplement ailleurs. Les lobbies anti-IVG sont constitués d'une nébuleuse de structures, groupes. Il en renaît ou il en est des nouveaux. Je pense en particulier à ceux qui s'appellent maintenant les survivants. Et nous sommes confrontés à des stratégies d'activistes qui utilisent toute la modernité et la technologie, en particulier celle des nouveaux moyens de communication et d'information, avec parfois des campagnes claires, nettes, franches. Bonjour, nous sommes anti-IVG et nous faisons campagne contre l'IVG. Ça ne me dérange pas, je ne suis pas d'accord, mais c'est une opinion d'être contre l'IVG.
mais aussi avec des moyens beaucoup plus sournois et beaucoup plus graves d'un certain point de vue. Moi, je suis assez sur l'IVG, j'observe l'opinion publique en France et je la considère être très attachée au droit à l'IVG aujourd'hui. Je l'avais observé, je m'étais fait cette remarque quand, en 2014, sur un amendement que j'avais présenté au Sénat, nous avions supprimé la condition de détresse pour l'accès à l'IVG. Condition de détresse dont vous êtes devant un public averti, chacun se rappelle que c'était un compromis nécessaire dans la loi Veil, mais qui n'avait aucune raison d'être maintenu dans la loi. Et il y avait eu un sondage, je crois que c'était dans Le Parisien, qui avait demandé aux Français ce qu'ils pensaient de la suppression de la condition de détresse, et c'était plus de 75%, si ma mémoire est bonne, qui avaient acquiescé, qui soutenaient la suppression de la condition de détresse. Donc on est dans un cadre de l'opinion qui est plutôt sécurisant. Pour autant, ça ne suffit pas à nous rassurer, en particulier sur ce que font ces groupes anti-IVG, qui en fait, et c'est ça qui est le plus grave à mes yeux, se dissimulent sous des sigles, des sites, des identités tronquées, faussées. Ils se font passer pour des sites d'information neutres et en réalité, ils sont des sites de dissuasion et de culpabilisation des femmes. Ils sont très malins, reconnaissons-le. Je connais un site qui s'appelle Afterbase. Imaginez, Afterbase. Ça fait jeune, ça fait moderne, ça fait détendu. On n'imagine pas, quand on voit sur le site Afterbase, qu'on va tomber sur des témoignages sur le traumatisme de l'IVG, qu'on va tomber sur des petites phrases. J'ai bien aimé celle-là. Alors, mettons, je sais pas, Mathilde et Sébastien avaient déjà eu une enfance difficile, point. Leurs parents avaient divorcé, point. Voilà, message subliminal. Et bien entendu, comme leurs parents avaient divorcé, il leur arrive des tas de catastrophes après à ces deux jeunes, entre autres une grossesse non désirée, et enfin, et des parents qui veulent à tout prix, doit être en seconde, et des parents qui essayent de les convaincre de ne pas garder ce bébé, et ils vont résister, ils vont être très forts, et ils vont avoir des bébés. Et ce n'est que ça. C'est l'idée que l'IVG est toujours nécessairement traumatisante, ce que j'appelle l'assignation au traumatisme. C'est-à-dire qu'une femme qui aurait subi une IVG et qui n'en serait pas traumatisée, en lisant ces témoignages, s'observera en disant « mais je suis monstrueuse, je ne suis pas humaine, je dois être traumatisée ». Bref, de tous ces sites et de toutes ces stratégies qui visent en fait à faire renoncer des jeunes filles et des femmes au recours à l'IVG, il faut prendre attention, et il faut en particulier les empêcher d'avancer masqués. Voilà, qu'ils avancent démasqués, à visage découvert, et qu'ils disent qui ils sont, des activistes contre l'IVG. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Face au constat que nous faisons, et en particulier au constat planétaire, il faut défendre nos acquis et nous mobiliser pour des nouveaux progrès. Et le progrès, d'abord, en France, c'est une information scientifique, fiable, sans idéologie et sans controverse. Et c'est l'objet de votre colloque, et c'est toute sa justification et sa nécessité. Et je vous remercie d'avoir souhaité l'inscrire dans le cadre de la mobilisation contre le sexisme. Je vous en remercie et je vous en félicite. En effet, le 8 septembre, j'ai proposé, aux côtés d'associations de tous horizons, associations féministes, pour certaines les plus traditionnelles, pour d'autres des associations beaucoup plus récentes, des réseaux de femmes, des femmes scientifiques, les femmes du numérique, tout ce qui aujourd'hui fourmille et pétille dans le monde des femmes qui s'organisent pour faire avancer leurs droits. À leur côté, j'ai lancé un plan d'action et de mobilisation contre le sexisme, avec le slogan et ce petit badge « Ce sexisme, pas notre genre ». J'espère qu'on en a un gros sac de badges qu'on va pouvoir laisser pour vous toutes et tous à l'entrée, pour que vous puissiez repartir avec. Cette démarche s'appuie sur une intuition forte et partagée par toutes les femmes avec lesquelles je travaille. C'est que malgré les lois, et nous en avons beaucoup, qui sont très robustes, très solides, malgré un apparent consensus sur la question de l'égalité femmes-hommes, apparent probablement, malgré les politiques publiques, malgré la détermination héroïque des femmes chaque jour à avancer sur la voie de l'égalité, malgré ça, les résultats ne sont pas au rendez-vous des ambitions, et nous piétinons d'un certain point de vue
pour être plus peut-être nuancé un peu ce mot de piétiner, mais enfin disons que nous sommes sur un plateau. Voilà, le sentiment c'est que nous avons une courbe ascendante et maintenant nous avançons à petits pas sur un plateau. Et que faire de ma place de ministre des droits des femmes, des familles et de l'enfance également, mais du point de vue droits des femmes, que faire pour continuer d'avancer? Une nouvelle loi, je ne crois pas que ce soit le sujet. En revanche, il faut aller chercher les obstacles et désosser, d'un certain point de vue, les obstacles qui continuent d'être là devant les pas des femmes pour les empêcher d'avancer. Et cet obstacle, à mon sens, c'est tout simplement le sexisme. Le sexisme, cet ensemble de croyances, de propos, de comportements, de stéréotypes, parfois involontaires, bien sûr, mais qui stigmatisent, délégitiment, infériorisent les femmes seulement parce qu'elles sont des femmes. Le sexisme est une atteinte à la dignité des femmes et parfois même une atteinte à leur intégrité morale et physique. Et c'est souvent le cas dans les enjeux relevant de la santé. Cette mobilisation contre le sexisme est étayée par un sondage. J'aime bien quand même vérifier mes intuitions, je suis modeste. Et nous avons fait un sondage quelques semaines avant de lancer la campagne. 40% des femmes estiment avoir subi une injustice ou une humiliation à raison de leur sexe. Elles sont 47% aussi à penser que leurs droits pourraient être menacés. Et parmi ces femmes, bien qu'on n'ait pas posé la question, mais moi je me laisse poser après à la lecture du sondage, combien d'entre elles se sont senties humiliées, culpabilisées pour avoir légitimement exercé leur droit d'accès aux contraceptifs d'urgence, par exemple. Il y a quelques semaines, c'était au mois de juillet, j'avais été alertée par des pharmaciens sur la clause de conscience qui était en discussion dans l'ordre des pharmaciens. Clause de conscience qui aurait permis aux pharmaciens de ne pas délivrer, par exemple, de contraception d'urgence. À l'époque, la présidente de l'ordre m'avait expliqué que je ne comprenais rien, que je ne savais pas faire la différence entre un produit abortif et une contraception, enfin que j'étais une idiote. Admettons. Mais ce dont je suis contente, c'est qu'elle a renoncé à introduire cette clause dans le code de déontologie des pharmaciens grâce à une mobilisation. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est que, soi-disant, j'avais posé un problème là où il n'y en avait pas, mais dès lors qu'on en a parlé, et c'est souvent le cas en ce qui concerne les femmes, dès lors qu'on commence à dévoiler, les bouches s'ouvrent, les femmes racontent. Et nous avons vu surgir de nombreux témoignages de jeunes filles racontant comment dans les pharmacies, elles s'étaient trouvées en butte à des pharmaciens ou des pharmaciennes qui avaient cherché soit à les dissuader de recourir à la contraception d'urgence, soit à leur en expliquer tous les malheurs qui allaient leur arriver si elles en prenaient, soit tout simplement dire nous on n'en vend pas. C'est pas compliqué, il n'y en a pas ici, sans pour autant d'ailleurs indiquer où elles pouvaient en trouver. Et donc il y avait bien un problème, certes pas démesuré, mais un problème sur l'accès à la contraception d'urgence que nous avons pu, grâce à ce moment particulier de discussion sur cette clause de conscience, faire dévoiler. Et donc, de tout cela, moi, dans mon rôle, c'est d'abord d'être vigilante sur ce qui se passe et que je ne saurais pas, et c'est pour ça que votre association de secrétaire général est extrêmement utile, c'est un point d'appui remarquable pour les pouvoirs publics, et agir pour que les droits des femmes à l'accès à la contraception et à l'IVG soient totalement garantis et assurés pour toutes. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs depuis 2012, d'abord avec la loi du 4 août 2014 et puis celle de la modernisation du système de santé, et puis dans des mesures qui ont été prises dans la finance de la sécurité sociale de 2016. Je ne reviendrai pas ici en détail sur les dispositions, vous les connaissez. Suppression de la condition de détresse, je l'ai évoqué, du délai de réflexion, prise en charge à 100% de l'ensemble du parcours IVG, très important. Renforcement de l'offre de proximité à travers l'autorisation donnée aux sages-femmes d'administrer les IVG médicamenteuses, très important. Et donner aussi aux centres de santé de pratiquer des IVG instrumentales. Nous continuons donc de progresser toujours dans l'accès aux droits. Et c'est dans cet objectif, ce que je vous disais tout à l'heure, que nous réfléchissons sur la question du délit d'entrave qui avait déjà, par la loi du 4 août 2014, été étendu aux actions qui visent à bloquer l'accès à l'information sur l'avortement.
Face à la recrudescence du discours anti-VG, c'est face à ces espaces, nous devons aujourd'hui nous mobiliser. Nous mobiliser, c'est d'abord vous les professionnels, les associations, les engagés, pour dénoncer ces sites. Il faut dire leur réalité, il faut les démasquer. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, ce que nous faisons, c'est tout le travail autour du référencement sur les serveurs, sur Google en particulier, du référencement des différents sites pour que le site officiel ivg.gouv.fr soit bien celui qui apparaisse en premier, parce que c'est celui qui donne, c'est pas le seul, bien entendu, il y a des sites d'associations, le site du planning et bien d'autres qui, elles aussi, donnent des informations fiables, mais il faut faire disparaître de la première page les sites d'information tronqués. Nous avons également mis en place un nouveau numéro national d'information anonyme, gratuit, accessible 6 jours sur 7, dont nous célébrons le premier anniversaire le 28 septembre également. Les premiers éléments de bilan du nouveau dispositif sont positifs. 21 000 appels traités en un an, une couverture de l'ensemble du territoire, donc une réponse de proximité et une prise en charge des appelantes par des personnes qualifiées et formées. Les outils informatiques qui contribuent à améliorer la qualité de la réponse permettent un meilleur signalement également des dysfonctionnements locaux. C'est important de savoir dans chaque territoire comment se fait l'accès à l'information et aussi l'accès à la contraception ou à l'IVG. C'est l'objectif de la création de la commission sur les données et sur la connaissance de l'IVG qui a rendu son premier rapport en juillet 2016 et qui souligne que les attentes des femmes concernent l'ensemble du parcours et sa qualité, la rapidité de la prise en charge, et que le numéro national permet de répondre à ces attentes. En matière de santé des femmes, et particulièrement s'agissant des sujets de contraception, garantir le libre accès et la confidentialité des informations est essentielle. Et dans le cadre de la réforme de la protection universelle maladie, dite PUMA, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2016, le statut d'ayant droit majeur est progressivement supprimé à l'horizon 2020, c'est-à-dire que chacun sera assuré social de son propre chef. Les mineurs, qu'elles soient émancipées ou non, peuvent demander dès à présent à leur caisse d'assurance maladie à être des ayants droit autonomes, ce qui a comme conséquence directe de leur permettre d'accomplir toutes les démarches de santé dans la plus grande confidentialité. Donc, toutes les jeunes filles de plus de 16 ans bénéficient de la prise en charge à 100% de l'IVG par l'assurance maladie et peuvent le faire à partir de leur propre carte vitale. C'est très, très important pour elles aujourd'hui. La protection universelle maladie simplifie également les démarches des femmes et assure une continuité de leurs droits. Donc, impact positif de cette réforme, et il nous permet de rappeler que l'égalité femmes-hommes, c'est la modernité. C'est l'objectif de la mobilisation contre le sexisme. Être contre le sexisme aujourd'hui, c'est simplement être moderne, c'est vivre dans son temps, dans son monde et dans l'attente des femmes. Ça vaut pour la France comme pour tout le monde. Donc le sexisme est universel. Moi, je suis une vieille militante féministe, je dois le dire. Enfin, du moins, j'ai quelques décennies d'engagement féministe derrière moi. Et j'ai en mémoire que le féminisme est indissociable de la solidarité internationale. Le féminisme, il n'a pas de frontières. Et ce que vivent les femmes est tellement similaire, tellement universel sur toute la planète, que la solidarité internationale des femmes est la réponse indispensable pour toutes les femmes. Et c'est pour ça que les journées internationales sont des outils qui mobilisent le monde sur des enjeux universels, la contraception, l'avortement, les violences faites aux femmes, le VIH et le sida, l'endométriose, cette maladie dont on ne parle en fin de compte que depuis peu de temps, qui est à mon sens le symbole de ce qu'est le plan de mobilisation contre le sexisme. Le plan de mobilisation contre le sexisme, c'est rendre visible ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est à la fois le sexisme, c'est ce qui est spécifique aux femmes, c'est la manière dont le sexisme se reproduit et c'est la place des femmes dans l'histoire. Et l'endométriose, c'est la maladie invisible, celle qui touche de nombreuses femmes et qui est très peu et très mal connue et qui aujourd'hui doit être connue parce que de nombreuses jeunes filles, de nombreuses jeunes femmes souffrent dans l'idée que les règles sont toutes et forcément douloureuses parce que c'est comme ça, alors que certaines d'entre elles sont atteintes d'endométriose et personne ne leur a dit, personne ne leur a suggéré, parce que c'est une maladie du ventre des femmes, donc c'est une maladie, d'un certain point de vue, invisible, comme sont les femmes
leur mécanisme gynécologique et leur vie en général. De nombreux États maintiennent des lois directement ou indirectement discriminatoires malgré leurs adhésions aux traités internationaux. Et lorsqu'ils ont adopté des législations ou des politiques pour la protection des femmes, leur mise en œuvre est trop souvent freinée par l'application du droit coutumier. Je voudrais quand même qu'on dise un mot aussi des mutilations sexuelles féminines, des mariages précoces et forcés, qui sont l'une des formes extrêmement violentes de la domination masculine. Des récents travaux de l'UNICEF estiment que plus de 125 millions de femmes et de jeunes filles ont été soumises à une forme de mutilation sexuelle. Dans la prochaine décennie, 30 millions de jeunes filles risquent de subir une mutilation sexuelle et plus de 50 millions risquent d'être mariées de force avant leur 15e anniversaire. C'est insupportable. Ces chiffres et la représentation qu'on en a est insupportable. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille avec les associations en France représentant les diasporas des différents pays dans lesquels ces mutilations sont encore pratiquées pour que nous ayons un même discours qui est assez clair. D'ailleurs, je rappellerai une chose sur les mutilations sexuelles et en particulier sur le fait qu'en France, la loi pénale est très stricte. Je me souviens des débats qu'il y avait à l'époque où on nous expliquait qu'on ne pouvait pas sanctionner et poursuivre des parents vivant en France, mais qui, en fin de compte, pratiquaient simplement des coutumes dont ils n'avaient pas conscience de l'illégalité en France. Et je me rappelle très bien des tribunes qui étaient écrites par des femmes, sans doute pleines de bonne volonté et d'empathie, qui nous disaient que c'était cruel et que de poursuivre les parents pratiquant des mutilations sexuelles sur des petites filles ou des très jeunes filles. Et à l'époque, on avait décidé que les lois de la République n'étaient pas réajustables et modulables en fonction des traditions et des coutumes diverses et variées. Nous avons eu le même débat à l'ONU l'année dernière, le même débat. Est-ce que les droits universels des femmes, c'est sous réserve des coutumes, ou est-ce que ce sont simplement les droits universels des femmes? Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que je trouve que ce qui s'est passé sur les mutilations sexuelles, on doit être présent dans notre esprit. La loi s'est appliquée. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a peu de pratiques en France de mutilation sexuelle. Les pratiques, elles ont lieu pendant les vacances, lors des retours au pays. Alors, je dis peu, on n'a pas exactement de statistiques, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ça a fortement diminué. On sait que c'est illégal en France. D'ailleurs, c'est pour ça que les pratiques ont lieu pendant les vacances des jeunes filles. Et c'est pour ça que c'est important, avec les associations des pays concernés, avec les femmes qui sont dans les diasporas, c'est-à-dire qui parlent à la fois aux femmes qui vivent en France, mais aussi qui sont en lien avec celles qui sont restées dans leur pays d'origine et qui ont un œil, comme elles le disent elles-mêmes, elles ne dorment jamais parce qu'elles ont toujours un œil qui regarde la France et un œil qui regarde le pays d'origine. C'est important avec elles de conduire ces campagnes d'information et de rappeler que c'est interdit en France, mais le pratiquer à l'étranger peut aussi être poursuivi en France et que la loi s'applique aussi. Voilà, c'est quand même. Voilà, je donne cet exemple-là parce qu'il faut l'avoir en tête quand on a parfois des discussions sur jusqu'où peut-on exiger l'application des lois de la République. Dernier petit point sur la nécessité d'évoquer la dimension internationale et la solidarité. J'avais fait l'année dernière à l'ONU, j'étais à la 60e commission sur la condition des femmes, et j'avais réaffirmé que la diplomatie française était profondément, définitivement et sans hésitation celle de la dépénalisation de l'avortement sur toute la planète. Et je dis toujours aux États qui interdisent l'accès à l'avortement qu'ils n'empêchent pas les IVG, que les avortements ont lieu malgré eux, mais que ce sont des avortements clandestins et que donc ils rejettent les femmes qui ont besoin d'IVG dans la clandestinité et pour certaines d'entre elles, ils les poussent simplement à la mort. Et c'est ça qu'il faut leur faire entendre à ces États. Ils ne parviennent pas à empêcher le recours à l'IVG. Simplement, ils fragilisent et vulnérabilisent terriblement les femmes qui le pratiquent. Il y a donc urgence à agir, urgence à ne pas lâcher
Et c'est ce que j'avais fait l'année dernière, enfin pas l'année dernière, au mois de mars, à l'ONU, ce qui avait été et la parole de la France est écoute, elle est importante. C'est-à-dire, il y a une attente que la France défende l'universalité des droits des femmes et en particulier des droits sexuels et reproductifs, pardon. Pour conclure ces mots, cet échange que je voulais avoir avec vous, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour cet engagement constant en faveur des droits et de la santé des femmes. Vous êtes des partenaires indispensables des pouvoirs publics français, du ministère de la Santé probablement, mais aussi du mien. Et la réponse de la France à ces enjeux est à la fois attendue au plan national. Les militantes, les associations attendent de nous que nous soyons très fermes sur la défense du droit à l'IVG, à la contraception, très engagés sur l'accès au droit et extrêmement ambitieux sur le plan international. Voilà, élever l'ambition pour les droits des femmes en France et dans le monde, c'est ce que nous employons à faire avec cette campagne Sexisme, pas notre genre, qui est une campagne qui est sans frontières. Je vous remercie.